Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. La vaccination dans notre pays vient de commencer aujourd'hui. Le nombre de doses reçues, on parle de 500 000, reste très insuffisant eu égard aux besoins réels du pays pour un premier jet. Devant un criticisme cette semaine du docteur Mohamed Bakani, président de l'Ordre des médecins et membre du comité scientifique de suivi et d'évaluation de la propagation du coronavirus, a accusé le ministère de la Santé d'avoir beaucoup tergiversé pour prendre la décision du choix du vaccin, quand plusieurs pays se précipitaient pour soumettre leurs commandes au laboratoire. En effet, les priorités vaccinales sont probablement les corps constitués, environ 1 500 000, le personnel soignant et les enseignants. À travers cette opération, c'est la sécurité nationale du pays qui est mise en jeu. Rien n'a été prévu pour l'ensemble du peuple. Aucune information n'est disponible. Comment et où les opérations de vaccination seront-elles pratiquées? À quelle population s'adressent-elles? Qui est prioritaire? Autant de questions qui, hélas, sont sans réponse pour le moment. Le souci était de dire qu'on a commencé la vaccination le mois de janvier, comme ça a été instruit par M. Tebboune. La commission des fatwas a cru bon et intelligent de porter un avis religieux sur la qualité du vaccin, comme quoi il ne contiendrait pas de produits contraires à la charia. Cette commission n'a pas vocation de halaliser le vaccin et dépasse largement ses limites. Elle donne l'image d'une commission hors du temps, dépassée par la science et jouant avec cynisme et démagogie sur la foi des citoyens. Des voix s'élèvent parmi les plus fortes voix du corps médical pour signifier à cette commission des fatwas de rester à sa place, à sa juste place, qui est la sienne, en ne s'appropriant pas les connaissances de l'expertise qui ne sont pas les siennes. Et pourtant, on ne les a jamais entendus. On n'a jamais entendu cette commission dénoncer les abus que subissent les militants des droits de l'homme et les détenus politiques par le régime. Monsieur Bouzid El-Zahari, président du CNDH, Conseil national des droits de l'homme, a exprimé l'avis dicté par ceux qui l'ont désigné en disant qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. La question qui se pose à nous est de savoir si c'est de la stupidité ou de la provocation. Mais il semble encore une fois que le pouvoir est en panne de projets, d'idées. Son réservoir de personnel est épuisé. Pour preuve, la piètre qualité de l'équipe gouvernementale de M. Jarrad. Si nous étions en démocratie, en liberté, quelle place aurait eu M. El-Zahari sur l'échelle du pouvoir? Aucune. C'est des personnages comme M. El-Zahari, Chorfi et tant d'autres qui enfoncent le pays dans la médiocrité, leur seule compétence étant de leur niveau d'asservissement. Rachid Nekes transféré à la prison L'Abyad, c'est Dachir situé dans la wilaya d'Al-Bayyad sans avertir ses avocats ni sa famille, au mépris de la loi, sur instruction de M. Zermati. Ils veulent lui faire payer la lettre ouverte qu'il a adressée au ministre, où il dénonçait les conditions d'incarcération et la nourriture qu'on proposait aux détenus. Ce transfert s'est réalisé au mépris de la loi, sachant que l'affaire Nekez n'a pas été encore jugée, restant toujours pendante devant la chambre d'accusation. C'est encore une fois l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. C'est un signe que le pouvoir n'a comme solution et réponse à apporter à ses opposants politiques que la menace autoritaire et l'injustice. Les citoyens de l'Ouad sont sortis aujourd'hui exprimer leur ras-le-bol devant le statu quo que le pouvoir leur impose ainsi qu'à l'ensemble du peuple algérien. Pas le moindre signe d'ouverture sur le plan politique, pas la moindre amélioration sur le plan social, un chômage de plus en plus exponentiel, une population de plus en plus précaire où les besoins alimentaires essentiels sont menacés. Voilà le désastreux bilan à mettre à l'actif de tous ceux qui ont participé à détruire et mettre le pays sous coupe réglée. L'inquiétude grandissante chez tous les observateurs de la scène politique est de voir le pays sombrer dans la violence pour des intérêts étroits de pouvoir. En effet, la conjoncture entre les revendications politiques et les revendications socio-économiques est en marche. Le pire est à craindre.
خليك عندنا ما تحشمش شبيبه نايضه راه داير روحو ما يسمعش المزبله واجده والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسه ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضيبع بقرت لي تمام ما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نربراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا بنتي ما نهناش ملكية ما نبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من ريفوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين. Rétro-info de la semaine, on reviendra bien sûr sur les sujets qui ont marqué l'actualité de notre pays cette semaine. La campagne de vaccination, des questions sur l'organisation et la transparence et surtout les priorités. La justice aux ordres, l'affaire du juge, le président du club des magistrats, Saad Eddine Merzouk, qui a comparissé le 25 janvier dernier devant le Conseil supérieur de la magistrature, l'affaire de Rachid Nekaz et les détenus politiques en général. Et le troisième sujet, le climat social, inquiétude chez les Algériens de leur situation socio-économique. Et pour en parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir dans cette émission professeur Smaïl Lalmas, économiste, analyste politique depuis Alger via Skype. Smaïl, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ahlan, massa al-khair, Azoul, bonsoir tout le monde. Merci, Azoul Fellak. On aura aussi le plaisir d'avoir Dr Abbas Hamadan, analyste politique, ancien conseiller de Aït Ahmed, Rabbi Rahmou. Abbas Hamadan, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Avec un grand plaisir. Salam alaikum. Bonsoir, Azoul Fellaoun. Et bonsoir à tous les auditeurs et merci pour l'invitation. Alaikum salam. Merci, Dr Abbas Hamadan. On aura aussi le plaisir d'avoir Maître Nabila Smaïl, avocate et militante des droits de l'homme. On aura aussi Dr Tariq Arab, médecin réanimateur anesthésiste depuis Paris. Je pense qu'on va commencer avec vous, professeur Smaïl Lalmas, parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez d'autres engagements. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Professeur Smaïl Lalmas, si on revient un peu sur la situation économique, mais j'aimerais aussi discuter avec vous la situation sanitaire. On va commencer aujourd'hui donc cette campagne de vaccination. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais je suis sûr que vous aurez un avis par rapport à ce sujet. On a commencé donc cette campagne de vaccination. Beaucoup de questions autour de cette campagne, le choix du vaccin. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Smaïl Lalmas? Merci beaucoup pour l'invitation. Mes salutations à tous nos amis auditeurs et à vos invités. Mes salutations à vos invités. Voilà, écoutez, moi je vais reprendre d'abord une petite phrase, la chanson que vous avez passée, Itnahauga avec une révolution pacifique. Avec une révolution pacifique. Donc, c'est pour commencer mon intervention. Mais sinon, sur le plan sanitaire, vous savez, je pense que la majorité des citoyens sont branchés sur certaines chaînes étrangères où ils ont découvert la gestion, comment se faisait la gestion d'une pandémie comme ce que nous vivons.
Ils ont constaté, remarqué la manière avec laquelle on considérait le citoyen en l'informant, en lui donnant toutes les informations nécessaires et qui le concernent, notamment sur le volet sanitaire, les informations sur la situation de la pandémie, sur la gestion de la pandémie, sur les remèdes nécessaires et sur la gestion justement des importations dans les vaccins qui sont nécessaires pour essayer de sauver des vies et protéger les vies de leurs citoyens. Parallèlement à cela, nous avons en Algérie une situation qui est dramatique. Pourquoi elle est dramatique? Parce que nous n'avons pas d'informations réelles, nous n'avons pas de statistiques, nous n'avons pas de supports sur lesquels on pourrait s'appuyer pour connaître au mieux la situation dans laquelle nous vivons. Et vous avez cité le cas des vaccins. On ne sait même pas si on a vraiment reçu ces vaccins ou pas. Je vous rappelle qu'en juillet ou août, M. Tebboune avait parlé de l'importation de ces vaccins, qu'on allait être parmi les premiers pays à recevoir ces vaccins et qu'on allait mettre $1 milliard sur la table pour recevoir les vaccins nécessaires pour la population. Et on se retrouve aujourd'hui parmi les derniers à recevoir, à commander les vaccins. Et comme on n'a pas eu droit au Pfizer et à l'AstraZeneca, etc., les autres marques, on s'est rabattu sur le vaccin russe et peut-être chinois, sur lesquels on va s'appuyer pour essayer de vacciner les populations. Mais en même temps, nous avons une petite quantité de 500 000 vaccins. Je pense que 500 000 ne va pas couvrir toute la population. On a une population de 44 millions d'habitants, mais en même temps, nous n'avons pas mis en place un programme pour essayer de voir le nombre de vaccins nécessaires pour notamment une première vaccination, surtout que cela nécessite deux doses pour chaque sujet. Et là, avec 500 000, on va peut-être couvrir quelques personnes. Mais c'est du n'importe quoi. On se rend compte que c'est du bricolage. Il n'y a ni vision, ni planification pour justement faire face à cette grave pandémie, et notamment pour essayer d'approvisionner le plus normalement possible et le plus efficacement possible les unités de vaccination pour essayer de faire face, pour essayer de répondre aux besoins des populations. Très bien. On va essayer d'écouter professeur Smaïl Lalmas, ce qu'a dit Belhimer, qui est porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, à l'arrivée de ces vaccins. On va essayer donc d'écouter Belhimer et je reviens à mes invités. نوه بجهود الجيش الوطني الشعبي في التعامل مع التحديات، وهو ما برهن عليه منذ بدء جائحة كورونا بوقوفه بإمكانياته المادية والبشرية خدمة للجزائر Professeur Smaïl Lalmas, quand Belhimer parle, qui remercie bien sûr l'armée, l'état-major, là, on se pose la question, d'abord, il est où le ministre de la Santé et pourquoi on parle de l'état-major, de l'armée, quand il s'agit donc d'une campagne de vaccination? Le lien, bon, je sais que l'armée, le militaire est avant tout un citoyen, donc lui aussi il a besoin d'être vacciné. Mais je ne vois pas le lien. Là, on parle de vacciner toute une population. Maintenant, l'institution militaire, l'armée, elle est censée avoir son quota pour protéger, pour essayer de vacciner nos frères et nos enfants au sein de l'institution militaire. Mais moi, j'aurais voulu entendre le ministre de la Santé parler de la situation, les importations de ces vaccins, de la compatibilité entre le vaccin russe et le vaccin chinois. Est-ce qu'on va avoir une première injection, la première dose sera russe, la deuxième sera chinoise? Est-ce qu'il y a compatibilité ou pas? On va avoir les vaccins. Est-ce qu'on a suffisamment de quantité pour répondre aux besoins de toute la population? La planification, elle sera faite sur combien de mois, sur combien d'années? On sera vacciné ou pas? L'efficacité de ces vaccins, est-ce que les vaccins sont bons ou là? Donc, on n'a aucune information. Alors qu'en même temps, j'avais fait l'introduction, j'avais parlé de la gestion de la situation sanitaire dans d'autres pays. On est branché malheureusement pour le pouvoir, on est branché sur les chaînes étrangères. On voit comment que les choses se font. C'est le Premier ministre, c'est le Président de la République, c'est le ministre de la Santé qui interviennent
pour rassurer, pour informer, pour donner toutes les informations à la population, aux citoyens, pour leur dire à quel moment ils vont recevoir les vaccins, la programmation, les inscriptions des personnes pour les vaccins, les priorités accordées aux secteurs sensibles tels que la santé et d'autres l'enseignement, etc. On va commencer par les personnes âgées. À partir de quelle tranche d'âge? On n'a pas vu tout ça. Donc, encore une fois, un ministre de la Communication qui parle de cela, il parle bien sûr de l'institution militaire, la brosse pour essayer de se maintenir au pouvoir. Et bon, là, on mélange tout dans ce pouvoir. Dans ce pays, on mélange tout. Même, on parle d'une situation sanitaire qui a entraîné la mort de milliers de personnes et qui a endeuillé des milliers de familles. Et malgré tout cela, on est en train de parler parlons de choses sérieuses, parlons de choses sérieuses. Le citoyen veut entendre autre chose. Ça n'a aucun sens tout cela. Ça n'a aucun sens. C'est du sérieux. Il est question de vie ou de mort. On aimerait bien avoir des informations sur le variant qui fait ravage en Europe pendant que tous les pays pensent à se reconfiner. Non, on parle de Nashkoro ou Nashkoro al-Mu'assasa. Arrêtons de dire n'importe quoi. Très bien. Avec une révolution pacifique. Je crois que c'est la meilleure réponse. Professeur Ismail Almas, restez avec moi. Je vais revenir très vite. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, comme ça je vais vous libérer, mais je vais donner la parole. J'ai une autre émission le soir, c'est pour ça. Oui, tout à fait. Merci d'avoir participé à cette émission. Docteur Tarek Arab, c'est votre domaine. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, bonsoir. Salam alaikum et ravi d'être parmi vous et merci de m'avoir invité. Azul Fellak, merci beaucoup. Alaykoum salam. Merci beaucoup, Dr Tarek Arab. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, on vient de commencer la campagne de vaccination. Beaucoup de questions. Vous avez entendu professeur Ismail Almas. C'est le citoyen, c'est tous les Algériens qui se posent la question pour donc ce choix de vaccin? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Est-ce qu'il y a assez d'informations pour comprendre un peu ces choix de vaccins? Qu'est-ce que vous en pensez de cette opération, docteur Tarek? Alors, toutes ces questions-là sont légitimes et je comprends la frustration de M. Almas. Bon, il m'a rien laissé à dire, donc il a vraiment résumé la situation. Donc je partage son avis, même s'il n'est pas du domaine médical, mais il a résumé vraiment beaucoup de choses importantes. Alors moi, en ce qui concerne cette histoire de vaccin, étant donné que je suis dans le domaine, mais je rappelle aux téléspectateurs que je suis médecin réanimateur anesthésiste, donc je ne suis pas virologue ni épidémiologue, mais j'ai toutefois quelques informations concernant tous ces vaccins et j'ai aussi mon avis en tant que médecin. Donc, pour ce qui est de tous ces vaccins-là, donc si vous me permettez, je fais juste un tout petit rappel assez bref et rapide pour que tout le monde puisse comprendre comment ça se passe, le développement d'un vaccin. Donc, le développement d'un vaccin avant de l'éjecter sur le marché, il prend en moyenne 10 ans. Donc, il est testé sur les animaux et puis il y a des essais cliniques sur l'homme. Sauf que là, dans le cas des vaccins Covid, on constate effectivement qu'il y a une rapidité dans le développement de ce vaccin qui a mis entre 12 et 12 mois. Et le seul vaccin qui a été développé de façon très rapide dans le monde, c'est le vaccin de l'Orion, qui a mis 4 ans. Donc là, c'est assez spectaculaire d'arriver à fabriquer ce vaccin de 12 à 12 mois, c'est ce qu'a mis les chercheurs. Bon, tout le paquet a été mis pour développer ce vaccin-là. Sauf qu'il n'y a pas un seul vaccin sur le marché. Donc, avant de vous parler de tous les vaccins, donc il faut comprendre qu'il y a
des phases à respecter, des étapes de recherche clinique. Donc, il y a notamment 5 phases plutôt. Donc, il y a ce qu'on appelle la phase préclinique, où le vaccin sera testé sur des animaux, notamment les rongeurs et les singes. Puis par la suite, il y a un essai clinique, ce qu'on appelle de phase 1. À ce moment-là, donc, le vaccin sera testé sur l'humain, donc une dizaine d'humains volontaires. Et par la suite, il y a la phase clinique, phase 2. À ce moment-là, donc, il est testé sur une centaine d'humains, voire même des milliers de volontaires pendant plusieurs mois. Et à ce moment-là, on précise si ce vaccin-là est efficace ou pas. Et à ce moment-là, on trace un calendrier vaccinal, une stratégie vaccinale. Et par la suite, on tombe et arrive la phase clinique 3. À ce moment-là, il y a aussi plusieurs dizaines, voire des centaines ou des milliers de personnes qui participent. À ce moment-là, on peut éventuellement dire si ce vaccin-là peut être commercialisé ou pas. Donc à ce moment-là, on suit de façon draconienne l'efficacité et même les effets secondaires. Et à ce moment-là, on détermine si ce vaccin-là peut être efficace pendant plusieurs mois. Et il faut absolument déterminer s'il est efficace ou pas pendant 2, 3 mois ou 4 mois ou un peu plus. En revanche, on n'a pas assez de recul pour l'instant. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc tout ça pour dire qu'il y a une extrême rigueur et tous les critères de sécurité classiques sont respectés avant de fabriquer un vaccin. Il faut savoir que l'OMS, le dernier bilan de l'OMS, si vous regardez sur leur page Internet, le 26 janvier, donc ils ont émis 173 vaccins qui seraient au stade d'évaluation préclinique. Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore au stade 1, 2, 3, tout ce que je disais tout à l'heure. Il y a 63 candidats vaccins, donc c'est des entreprises qui seraient en phase d'essais cliniques sur l'homme. Sauf que là, sur le marché, on n'a pas beaucoup de vaccins, donc ceux que vous êtes en train de suivre sur l'actualité, mais il faut savoir que l'OMS a mis un seuil d'efficacité minimale qui est fixé à 50% pour dire que ce vaccin peut être mis ou pas sur le marché. Voilà les critères. Donc on a voilà, on a Dr Tarqarb, je m'excuse, je vais revenir sur des questions par rapport donc à cette campagne de vaccination, mais parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps avec professeur Smaïl Lalmas, je vais essayer d'entamer le sujet donc du climat social. Professeur Smaïl Lalmas, et surtout, on a vu donc ce qu'on appelle aujourd'hui à l'Rouad des soulèvements contre la Hogara. On va essayer de voir cette vidéo et j'aimerais, après je vais revenir à vous. الرشوة بركات حاسبوا البارونات نعطيكم الطرقات Professeur Smaïl Lalmas, donc ce rassemblement des citoyens de l'Rouad, on a vu qui demandait bien sûr le droit au travail et aussi contre la marginalisation par le pouvoir central. C'est des inquiétudes qu'on est en train de voir s'accentuer chaque jour et qui ont été compliquées bien sûr par la situation sanitaire. Qu'est-ce que vous en pensez de ces grognes sociales? Avant d'aborder le sujet, je vois que la situation dans laquelle nous vivons. Regardez l'intervention d'un docteur Abbas Hamadan. C'est un docteur, regardez de quelle manière il parle, il explique. Hein. On sent la compétence, on sent qu'on a affaire à quelqu'un de qualité. Au lieu d'avoir affaire à des gens pareils. Vous voulez dire, pardon, professeur Smaïl, docteur Tarq Arab, vous voulez dire?
Voilà. Donc, au lieu de faire appel à des médecins pareils, à des personnes pareilles, pour expliquer la population, la situation et les problématiques sanitaires, on fait appeler à Belhimel pour remercier l'institution, etc. Vous voyez un peu dans quoi nous vivons. Hein, juste pour schématiser un peu les gens. Maintenant, la situation pour la droite, que je salue, Jamaat al-Droite, elle n'est pas différente de la situation à Tamanrasat ou à Oran ou à Alger ou à Harrach ou là un peu partout. Hein. Donc c'est la même situation que vit la jeunesse algérienne à travers le territoire national. Hein. C'est ce qui explique le phénomène Tahraga, c'est ce qui explique les jeunes qui préfèrent tenter au risque de leur vie de traverser la Méditerranée que de rester et vivre dans notre pays. Vous voyez un peu le drame dans lequel nous vivons et dans lequel vit la jeunesse algérienne. Donc, il est clair que la jeunesse algérienne est complètement marginalisée. Elle est complètement ignorée. Elle est complètement mise de côté. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de formation. Ils sont éliminés de l'école, du système scolaire très tôt. Il n'y a pas de perspective. Et en même temps, vous avez la Hogra qui est une réalité. Les responsables locaux sont complètement absents. D'ailleurs, à la fin de chaque exercice, on voit que les responsables s'occupent de changer les trottoirs pour essayer de se rendre. Vous savez pourquoi. Donc, la jeunesse est livrée à elle-même. Et la droite n'est pas différente des autres villes, hein, des autres régions. Il n'y a pas de solution. Pourquoi il n'y a pas de solution? Parce que ce pouvoir n'a pas d'option pour justement trouver et gérer les situations. Pour la simple raison que ce pouvoir est générateur de ce genre de situation. C'est le pouvoir qui a créé les situations. C'est ce système qui est générateur de l'échec, générateur de crise. Donc il ne faut pas s'attendre à trouver des solutions auprès de ce pouvoir. Donc moi je dis que l'une des raisons qui nous a poussé à sortir le février 2019 et qui nous ont poussé à parler depuis quelques années, c'est surtout ce genre de situation et c'est surtout pour trouver une solution pour notre jeunesse. Et la solution pour la jeunesse passe forcément par le changement de ce système qui a cassé l'espoir et qui a cassé l'espoir chez nos jeunes. Je vais pas tarder très rapidement. Dernière question. Vous avez souvent dans vos interventions, professeur Smaïl Almas, tirer la sonnette d'alarme de la situation économique. Certes que tous ces facteurs sont des facteurs qui mènent à accentuer la crise, qui est la crise essentielle, qui est surtout et avant tout politique. Vous savez, en Algérie, on a créé un nouveau modèle économique. Un modèle économique basé sur l'espérance, sur l'espoir. Un modèle qui attend le prix à le pétrole. Un modèle économique dépendant du prix du pétrole qu'on n'arrive pas qu'on ne gère pas, qui est indépendant de notre volonté. Le prix du pétrole et les quantités, etc. sont dictés de l'extérieur. Donc, nous avons créé un modèle basé sur l'espérance. Et là, ça ne peut pas marcher. L'économie, ce n'est pas cela. L'économie, c'est la planification, c'est l'investissement, c'est la production, c'est les statistiques, ce sont les chiffres, ce sont les compétences, la formation, la légitimité, etc. Donc, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. On s'étonne pourquoi on est dans cette situation. Depuis des années qu'on en parle. Nous avons pu avoir des milliers, des centaines de milliards de dollars. Et on n'a rien fait avec. On s'étonne pourquoi on n'a rien fait avec. Parce que le pouvoir et le système ne peuvent rien faire. Le système n'est pas là pour créer de la richesse. Il n'est pas là pour créer de la dynamique nécessaire pour booster l'économie. Le système, il est là pour faire profiter un certain nombre, quelques cercles sur lesquels il s'appuie pour se maintenir et diriger et profiter de la manne pétrolière issue de son modèle économique qu'il a lui-même choisi. Donc, il ne faut pas s'attendre à des solutions. Si ça fait des années qu'on en parle, et à chaque fois on me dit c'est l'Almas, les solutions, mais la solution elle est claire. La solution commence par le départ du pouvoir. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à sortir de cette crise. Le pouvoir est générateur de l'échec. Ce pouvoir ne peut pas mettre en place un système qui va dégager ou qui va permettre de construire la passerelle de la confiance. La confiance est un paramètre essentiel dans le développement économique d'un pays. Et donc, il n'y a rien d'autre, mis à part la confiance. Tant que la confiance a déserté l'espace Algérie,
il n'y aura pas de développement économique. Ben, les Japonais, ce que vous voulez, avec un système pareil, ce n'est pas possible. Donc, je vais encore dire une fois, je vais m'adresser même au pouvoir, et il y a toujours des sages quelque part. Wallah, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Si on ne parle pas de changement, on ne peut rien faire si on ne change pas l'image ternie par les différents scandales, l'Israf al-Jazair. Donc, il y a eu Fadaïr, il y a eu des scandales. L'image de l'Algérie est ternie. Personne n'est prêt à venir travailler avec un pays qui a vécu et qui continue de vivre avec les scandales. Ce n'est pas possible. La corruption est un élément qui fait fuir toutes les ambitions, toutes les compétences, tous les investissements et les investisseurs, etc. La corruption et le développement ne peuvent pas faire bon ménage. Donc, quand on parle de changement de système, c'est pas des slogans vides de sens. Ce sont des slogans réels, des slogans qui sont en relation directe avec la situation que nous vivons. Donc, la première des choses à faire, c'est changer l'image ternie du pays, de l'Algérie. Le changement d'image ne peut pas se faire avec celui qui a terni cette image-là. Donc, le premier responsable de l'image de l'Algérie, c'est ce système. Donc, pour que en Algérie, les gens puissent investir et que les étrangers puissent investir pour que l'Algérie intègre le globe monde, il faudrait bien sûr qu'on soit fréquentable. Pour être fréquentable, il faudrait que l'image Tana change. Pour changer, il faudrait que cette révolution puisse aboutir pour arriver à changer, pour arriver à donner une nouvelle dimension, une nouvelle image, etc., pour nous rendre fréquentables. Voilà. Merci à vous, professeur Ismaïl. Merci à tout le monde. J'espère que j'ai respecté le temps pour votre engagement. C'est très gentil. Merci. Et le grand bonjour à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, professeur Ismaïl Lalmas. Je vais donner la parole très rapidement à Dr Abbas Hamadan, analyste politique. Dr Abbas Hamadan, merci encore une fois et désolé. Je devais commencer par professeur Ismaïl Lalmas parce qu'il devait nous quitter donc, après cette intervention. Donc, sans attarder, je vous donne la parole par rapport à cette vaccination, cette campagne de vaccination. On a entendu Belhimar encore dire remercier l'institution militaire. On se dit vraiment dans quel temps nous vivons, Abbas Hamadan, alors qu'il s'agit bien sûr d'une opération sanitaire. On n'a pas entendu le ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous en pensez, Abbas Hamadan? Alors, moi, avant de parler de la vaccination, je voudrais juste faire un petit rappel par rapport à la gestion de cette pandémie par le pouvoir algérien. Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, a décrété solennellement un état d'urgence sanitaire mondial. Tous les pays ont réagi par rapport à cet appel-là de l'OMS en prenant des mesures urgentes pour protéger la population, à savoir organiser de vastes campagnes de sensibilisation pour expliquer aux gens comment faire pour éviter la contagion, etc. Toutes les campagnes de sensibilisation nécessaires. Et aussi à procéder à la fermeture de leurs frontières. On a vu aussi ici et là commencer les premiers confinements. Chez nous, qu'est-ce qui s'est passé? Le pouvoir algérien, il a dit, cette pandémie-là, c'est le ciel qui nous l'envoie. C'est un allié au nord pour le pouvoir algérien, parce que ça lui a permis de voir que les manifestations se sont arrêtées. Donc le pouvoir algérien n'a pas bougé. Au moment où tous les pays essayaient de prendre des mesures, lui, il laissait encore les vols, le trafic aérien, y compris venant des pays où la pandémie, qui constituait des foyers très importants de pandémie, comme la Chine, la France, etc., on a laissé. C'est comme si on voulait que cette pandémie-là s'installe tranquillement en Algérie. Ils n'ont pas bougé.
on a vu à la place de toutes ces précautions-là, au lieu de voir justement des campagnes de sensibilisation, des fermetures des vols avec la France, la Chine, non, on a laissé ces vols-là. Et de l'autre côté, on a continué à réprimer, on a profité, puisque le peuple algérien a eu la sagesse et le sens de responsabilité de suspendre les manifestations. Eux, ils ont profité pour envoyer par dizaines d'innocents, les envoyer en prison pour se venger de ceux qui les embêtaient. Voilà. Donc on a l'impression qu'ils ont exploité de façon lâche et criminelle cette pandémie-là. Et en même temps, ils ont livré le personnel médical et paramédical. On ne connaît pas encore les statistiques, le nombre de victimes du coronavirus parmi les médecins, parmi eux des médecins de très très haut niveau, des infirmiers, etc., etc. On les a laissés. Et au contraire, quand il y a quelqu'un qui essaye de dire la vérité, on le suspend, on prend des mesures contre lui, etc. Voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que s'inscrit ce début de vaccination. Mais bon, ce qui va se passer là, vraisemblablement, avec les 500 000, les 500 000, ça va être, on va commencer par les gens du pouvoir et leur clientèle, hein, ça c'est sûr. Hein. Le peuple algérien, le petit peuple, il attendra, yisbor, voilà. Et on a entendu qu'il y a une fatwa, qui dit que le vaccin est halal, super. Au moment où des petits pays comme le Cuba, hein, on peut dire ce qu'on veut sur la question des droits de l'homme dans ce petit pays pauvre, hein, Cuba, ils sont avancés vraisemblablement pour mettre en place un vaccin cubain contre le Covid, qui vraisemblablement serait prêt dans les semaines à venir. Et nous, qu'est-ce qu'on nous sort? On nous sort une fatwa pour dire que c'est halal. Merci de nous de nous offrir cette fatwa-là. Voilà, très bien, restez avec nous. Vous voulez terminer? Vas-y, je t'en prie. Restez avec nous, Abbas Hamadan. Je vais donner la parole à Maître Nabil Esmaïl, qui est avec nous. Je pense, Maître Nabil Esmaïl, bonsoir, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir tout le monde, je suis le Flaouen. Merci à vous de m'avoir invité et mes respects à vos invités. Merci, Maître Nabil Esmaïl. Maître Nabil Esmaïl, on revient donc sur cette question de vaccination. Est-ce que les Algériens ont confiance à ce vaccin? La campagne de vaccination, on nous dit, a commencé aujourd'hui et beaucoup de questions, bien sûr, autour de ce vaccin et cette campagne de vaccination. On va essayer de revenir plus en détail avec Dr Tarek Aharab. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Nabil Esmaïl? Surtout qu'on nous dit qu'on vient juste de réceptionner 500 000 doses, à l'hsab ce qu'ils nous ont dit. Et aussi, il faut mettre ça dans le contexte, quand le ministre de la Santé avait déclaré qu'on va partager donc ce nombre avec nos confrères tunisiens. D'abord, je voudrais mettre une petite note d'humour dans cette situation dramatique. C'est que je pense que le peuple algérien a beaucoup plus besoin d'un vaccin contre ce pouvoir. Parce que là, c'est ce pouvoir qui va finir par nous tuer, c'est pas le Covid. Quand vous entendez le porte-parole du gouvernement, en l'occurrence Belhimer, remercier l'état-major, ça veut dire que il a raison peut-être de le dire, vu que le vaccin ça porte le nom de Sputnik. Donc c'est un peu militaire, même le vaccin qu'on nous a choisi est un vaccin militaire, il fait référence à une arme, tout comme le pouvoir, tout comme le gouvernement, tout comme le pouvoir qui nous tient depuis 62, c'est un pouvoir militaire, donc c'est tout à fait normal qu'il rende hommage à l'armée alors qu'il s'agit d'un vaccin qui vient après une longue attente et ce n'est même pas lui qui devait parler, c'était le ministre de la Santé qui devait parler de ça, ou probablement un communiqué beaucoup plus sérieux que ce que nous avons entendu.
c'est dramatique de traiter la santé du peuple algérien de cette façon-là. Je crois que en plus on parle d'une quantité qui est dérisoire par rapport à la population, et ce qu'on oublie de dire, c'est que d'abord il n'y a pas eu de campagne. Ça, c'est de un, il n'y a pas eu de campagne. De deux, on ne connaît pas les conditions les conditions de stockage. Comment est-ce que ce vaccin va être stocké, où est-ce qu'il sera caché, où est-ce qu'ils vont le mettre? Est-ce qu'on a les réfrigérateurs, ou je sais pas, ces appareils à une température très 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 au-dessous de zéro? Est-ce qu'on les a? Le conditionnement. On parle d'une première vague de vaccination qui sera suivie par une deuxième. Déjà la quantité est insuffisante. Est-ce qu'ils ont ramené la deuxième phase? Vous savez, il y a un blackout autour de ça. C'est un coup de pub. C'est uniquement pour dire, voilà, nous avons ramené le vaccin, alors que le peuple algérien est ouvert sur ce qui se passe ailleurs. Il voit que dans tous les pays du monde, il y a eu d'abord une campagne pour expliquer et le cheminement et les effets secondaires. Qu'est-ce que c'est que ce laboratoire? Qu'est-ce qu'il est sur le plan mondial? Nous, on nous dit, bon voilà, c'est la Russie. Si c'est pas la Russie, ce sera la Chine. Donc même le traitement réservé à une question sanitaire est un traitement purement politique, stratégique et complètement en dehors du temps. Alors, on nous parle de ça et puis on nous met la cerise sur le gâteau pour nous dire tiens, parce que nous sommes généreux, on va partager avec nos voisins tunisiens. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire à quel point ils sont dans la folie absolue, ils sont dans la dérision. Ils se moquent d'eux, ils ne se moquent pas du peuple, parce que maintenant le peuple est en train de les regarder tout en perdant complètement confiance. Parce que moi je les défie. Ils ont ramené un vaccin. Je demande à ce que Jarrad se fasse vacciner en direct, comme l'a fait Biden, comme l'a fait le Premier ministre britannique, comme l'ont fait partout. Je lui demande de plier sa manche et de se faire vacciner devant les caméras de télévision. Je demande à Belhamel de se faire vacciner. Mais arrêtez. Je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce vaccin. On ne connaît rien de ce vaccin. Et puis on nous dit, pour moi c'est du populisme, parce que d'abord c'est une question qui regarde les médecins. Donc il faudra donner la parole aux médecins. Et ce qui est drôle, ce qui est marrant, c'est que moi quand je rentrais d'Alger, et il m'arrive pas souvent d'écouter la radio, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai écouté la radio? Je tombe sur une émission, un journaliste qui est parti à Blida, où il dit que à partir du moment où la pandémie a commencé à Blida, donc il part dans un hôpital à Blida qui dit que c'est à partir de Blida qu'a commencé la campagne de vaccination. Et le médecin qu'ils ont entendu, avec tout le respect que je dois à tous les médecins, bon, j'ouvre une parenthèse que je referme, il lui donne le micro pour lui dire « Ah, franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde pour venir se faire vacciner. » Et en plus, ils ont tous ramené leurs dossiers médicaux pour qu'on sache est-ce qu'ils seront allergiques ou pas. Mais qui c'est qui leur a dit qu'il faut préparer un dossier médical à l'avance? Qui c'est qui leur a dit que comment on sait qu'il peut y avoir des allergies? Est-ce qu'il y a eu une information sur ce Spoutnik qui va faire exploser je ne sais pas quoi? Donc écoutez, il y a une gestion politicienne d'un dossier purement médical. Il y va de la vie des Algériens. Et moi, en tant que militante politique, je tiens à mettre ce pouvoir complètement illégitime, perdu, finissant, devant ses responsabilités, parce qu'il s'agit de la santé publique. Où est passé le ministre de la Santé? Qu'il vienne nous expliquer. Il est médecin, qu'il vienne nous expliquer comment va commencer cette campagne, par où elle va commencer, quelles sont les catégories qu'il faut vacciner en premier, quelles sont les maladies qu'il faut signaler avant de se faire vacciner. Il n'y a rien. Il n'y a rien de tout ça. Et pour calmer les esprits, on vous dit, on a reçu 45 000 doses pour 45 000 habitants, 45 millions d'habitants. Je pense que là,
vous savez, j'ajoute ça au listing des bourdes de ce gouvernement. Je l'ajoute à sa façon de gérer, à sa façon vraiment adolescente, même pas adolescente. Moi, je dirais qu'un adolescent maintenant est beaucoup plus conscient. Mais je tiens à signaler que la conscience du peuple algérien, maintenant le peuple algérien a compris. Vous avez montré tout à l'heure des images là, je voudrais revenir sur ça, si vous me le permettez, puisque de le roi. Sur cette on va revenir sur ça plus en détail. Nabil Esmaïl, il est surtout aussi sur le dossier des détenus et les déclarations de Bouzid El-Azhari. Restez avec nous, Nabil Esmaïl. Maintenant, Nabil Esmaïl, je vais donner la parole à la docteure Tarek Arab. Docteur Tarek Arab, quand il s'agit, on parle d'une pandémie qui a fait ravage dans le monde entier. Et là, bien sûr, l'Algérie nous dit que la campagne de vaccination a commencé. Est-ce que, en tant que docteur, bien sûr, et expert de ce domaine, est-ce que le facteur de confiance est très important quand il s'agit de campagne de vaccination, surtout par rapport donc à cette pandémie? Bien entendu, il faudrait qu'il y ait le minimum de confiance. Il faudrait que le citoyen ressente cette confiance. Un seuil minimal pour effectivement accepter ce projet de vaccination. Donc quand j'entends un ministre, je suis pas politicien, je suis médecin, mais quand j'entends un ministre de l'information parler de l'armée, remercier l'armée, je suis un peu choqué dans cette histoire-là. Les premiers qu'il faut remercier, c'est les chercheurs qui ont fabriqué ces vaccins-là. Il faut remercier les chercheurs britanniques, il faut remercier les chercheurs chinois, il faut remercier les chercheurs russes, il faut remercier les chercheurs... donc il faut arrêter de jouer avec cette histoire de populisme et utiliser cette histoire-là sanitaire à des buts politiques. Je suis désolé que là c'est vraiment une façon de lécher les bottes et de tout faire pour d'éviter peut-être de se faire éjecter de ce gouvernement. Donc j'insiste encore une fois, effectivement il faudrait une confiance. Malheureusement, le début de la gestion de la crise n'a pas été géré de façon très objective. Donc là, on voit partout dans le monde, les stratégies elles se ressemblent presque. Et donc la stratégie, elle est basée sur le testing, le tracing et isoler les patients ou la population. Mais on n'a pas vu cette stratégie sur le terrain. Donc tester, ça veut dire quoi? Il faudrait des kits de dépistage de PCR. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, et je ne sais pas comment ils font. Et ils utilisent la sérologie. Ce n'est pas la sérologie qu'il faut faire. La sérologie, c'est juste pour savoir s'il y a des anticorps. Mais il faut les dépister en amont les patients de façon très massive. Et puis par la suite, il faut tracer. Donc les patients qui sont positifs, il faut tout de suite les isoler et soigner ceux qui nécessitent d'être soignés. Ceux qui ont été en contact, ceux-là, il faudrait les isoler. Mais pour les isoler, il faudrait en amont réfléchir où est-ce qu'on va les isoler. Est-ce qu'il faudrait les mettre dans leurs appartements qui sont trop étroits, avec beaucoup de monde à l'intérieur qui risquent d'être contaminés, ou alors trouver d'autres moyens, les mettre dans des hôtels, ou alors les mettre dans des structures spécifiques. Pourquoi pas ne pas utiliser des casernes et les vider au maximum des soldats qui risquent effectivement de se faire contaminer? Je ne sais pas. Normalement, il doit y avoir une réflexion en amont et réfléchir comment en amont isoler le maximum de monde, mettre en place effectivement un tableau qui soit très précis, un calendrier vaccinal et qui sont les prioritaires à être vaccinés. Si le Sputnik a été choisi, il faudrait expliquer à la population pourquoi il a été choisi. Si on a choisi le vaccin chinois, il faut expliquer. Moi, je peux vous donner quelques détails si vous voulez. Mais dans cette histoire-là, il faudrait que la population comprenne une chose. S'il y a une diversification des vaccins, on achète plusieurs vaccins. Il faudrait que les choses soient faites de façon extrêmement rigoureuse. C'est-à-dire que celui qui reçoit le vaccin Sputnik,
et il faudrait qu'ils soient revaccinés avec Sputnik et pas avec le vaccin chinois ou avec celui d'AstraZeneca. Donc ça c'est très important. Pour ce qui est des choix des vaccins, bon, j'ai entendu parler des conservations à des températures trop basses. Bon, c'est le Pfizer effectivement qui doit être conservé, le biotech Pfizer qui doit être conservé à moins 80 degrés. Les autres, a priori, non. Mais moi, j'ai pas vu de vrai débat de ceux qui sont pour, de ceux qui sont contre la stratégie vaccinale et le choix des vaccins. On a vu des histoires de campagne de populisme et un acharnement contre les pauvres Haraki, et puis malheureusement un acharnement contre des jeunes, voilà, qui donnent leurs avis et qui sont contre, que ce soit pour la situation sanitaire ou pour la situation politique. Je suis extrêmement choqué par cette histoire-là. Je suis désolé de le dire, mais le renseignement extérieur devait travailler pour savoir comment fabriquer, par exemple, ce vaccin-là, nous apporter la science, le fabriquer, pourquoi pas en Algérie, pourquoi rester là les bras croisés et attendre à ce que les vaccins viennent de l'extérieur. On a des chercheurs algériens, on a des chercheurs qui peuvent fabriquer des vaccins, on a des scientifiques, mais malheureusement il y en a plein qui sont partis, qui sont à l'étranger et qui travaillent pour des firmes étrangères. Et voilà, on a fait fuir les cerveaux, malheureusement. Et maintenant, ça va être extrêmement compliqué de les convaincre pour revenir. Donc maintenant, le gros problème maintenant, c'est de créer cette confiance. Donc bon, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à cette histoire-là? Est-ce que vous pensez, docteur Tarek Arab, le nombre, on nous parle de 500 000 doses, et bien sûr, ce nombre est très insuffisant par rapport donc aux besoins de la population. Quand on voit juste par exemple l'exemple du Maroc qui a reçu presque, je pense, 2,5 millions de doses, est-ce que vous pensez qu'on est très en retard par rapport à ça, et surtout de ce flou total de la communication, ce blackout concernant donc la campagne de vaccination? Mais bien entendu qu'on est en retard par rapport à toutes les nations. Je vous rappelle que actuellement, la Chine, elle a vacciné plus de 10 millions de personnes. Les États-Unis ont vacciné déjà plus de 20 millions de personnes. Israël a vacciné le tiers de sa population. Le Maroc, effectivement, a fait venir 2 millions de doses là il y a moins d'une semaine. Bon, ils avaient quelques petits soucis avec le vaccin chinois parce que les Chinois, enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, ils ont commencé déjà leur campagne. Pour vous dire, la Guinée, déjà, elle a vacciné il y a 3 jours 25 personnes. Donc, effectivement, on est en retard par rapport à tous les pays. Donc, on n'est pas en retard dans le domaine sanitaire, mais on est dans tous les domaines. On est en retard, mais tout le monde le sait. Donc, maintenant... qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Il faudrait se projeter. On est d'accord, tout va mal, hein, tout va mal, que ça soit même au débit, en entendant M. Tebboune le mois d'avril disait que je sens que cette pandémie va partir en mois d'avril. Attendez, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça alors que des médecins, des épidémiologues, des virologues écoute ça, c'est pas possible. C'est vraiment une insulte pour tous les scientifiques. Donc les chercheurs américains ont prédit avec des critères scientifiques bien précis la fin de la pandémie vers 2022. Moi, je l'avais dit sur votre chaîne il y a quelques mois. Les gens un peu rigolaient, mais là, effectivement, les choses, elles commencent à se confirmer de plus en plus. Donc, est-ce qu'on est en retard? Bien sûr qu'on est en retard. Il n'y a pas eu 500 000, mais il me semble que, si j'ai bien compris, il y a 50 000 qui sont arrivés. Pour une population de plusieurs millions d'habitants, donc il n'y aura pas 44 millions d'habitants qui vont être vaccinés. Il y a à peu près 5 ou 6 millions qui sont déjà à l'étranger. Pour le reste, il ne faut pas compter
Les adolescents, il ne faudrait pas les compter. Il faudrait prioriser ceux qu'il faudrait vacciner, mais ça, c'est très opaque, c'est pas très clair. Donc, effectivement, le personnel médical et paramédical doit être vacciné en priorité. C'est ceux-là qui sont en première ligne, avec ceux qui ont de gros facteurs de risque. Donc, il faudrait bien expliquer à la population et surtout ne pas tomber dans le piège d'ouvrir des petits centres de vaccination et laisser les gens se bousculer entre eux. Et c'est là où la multiplication du virus va se faire. Donc, il faudrait réfléchir sérieusement à faire des vaccins dans des centres, je ne sais pas, dans des stades de sport ouverts. Pourquoi pas ne pas utiliser des mosquées? Pourquoi pas il faudrait vraiment une vraie réflexion pour exploiter tous les espaces qui sont fermés et mettre un calendrier très précis. Et malheureusement, les hôpitaux et les centres de vaccination comment dire, tout ce qui est numérisation des logiciels médicaux, on n'en a pas. Donc, je crains que ça va être un peu difficile. Donc, il faudrait vraiment bien se concentrer et penser à ces 2 doses. La première dose ne suffira pas. La deuxième dose, c'est celle-là qui va finir par constituer les anticorps nécessaires pour que l'organisme de l'être humain puisse se protéger. Et surtout... Donc, vous confirmez, docteur, si on reçoit, par exemple, la première dose du vaccin russe, on est obligé de recevoir donc la deuxième dose, il faut qu'elle soit donc le vaccin russe. Elle ne peut pas être le vaccin chinois ou le vaccin anglais ou américain. Oui, bien sûr. Si vous vous vaccinez avec le Sputnik, il faut continuer avec le Sputnik. Si vous vous vaccinez avec le Pfizer, il faut continuer avec le Pfizer. Les cibles cellulaires, elles ne sont pas elles sont différentes entre chaque vaccin. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Et je vous invite à faire appel à des virologues qui connaissent bien la question, qui vont bien vous expliquer les choses pour le vaccin Pfizer, pour le vaccin Moderna, pour l'AstraZeneca, Sputnik. Effectivement, il faut vraiment faire attention à ça et il faut respecter aussi les intervalles de temps. Donc, si c'est 14 jours, c'est 14 jours. Si c'est 28 jours, c'est 28 jours. Donc, il ne faudrait pas dire, bon, la ghalab, c'est pas grave, معليش نخليوه ربي يجيب بالخير. Voilà, donc non, il faut être rigoureux. C'est une pandémie mondiale. Vous avez vu les systèmes de santé dans le monde qui se sont retrouvés sous pression. Chez nous, malheureusement, on n'a pas les moyens qu'il faut pour faire face à cette pandémie dans les services de réanimation et dans les services d'urgence. On n'a pas de lits suffisants, on n'a pas de matériel qu'il faut. La stratégie, elle est pas très clair et on finit par écouter des chiffres farfelus. Donc, la prévention, c'est le maître mot. Il faut bien se concentrer sur la prévention. Ça, c'est extrêmement important. Et je suis prêt à parler de ce sujet-là, si vous voulez. Très, très bien. Merci à vous, Dr Tarek Arab. Je ne sais pas si on va essayer d'entamer le sujet des droits de l'homme en Algérie, aussi la justice aux ordres, mais aussi la situation économique et sociale. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions, ces informations. On va essayer de revenir, bien sûr, sur cette campagne de vaccination. Mais juste pour apporter de l'eau à votre moulin, vous avez parlé d'ouvrir les mosquées. Et qu'ici, au Royaume-Uni, ils ont ouvert aussi quelques mosquées pour leur campagne de vaccination. Juste pour dire que ce que vous êtes en train de dire est très important. Merci à vous, Dr Tarek Arab, d'être avec nous dans cette émission. On va essayer de revenir donc sur la situation des droits de l'homme en Algérie, la justice aux ordres. On va écouter Bouzid Lezhari qui a annoncé qu'il n'y a pas de détenus politiques en Algérie. On va l'écouter et je reviens à mes invités après. يبقى لي دستور ويبقى لي قانون لا توجد جريمه اسمها جريمه الرأي.
ما كانش في جريده في راجعوا قانون العقوبات ما تلقاش حاجه اسمها جريمه الراي. هذه الكلمه هي من صنع بعض الصحافه وبعض الناشطين بين قوسين اللي هم لا لهم اغراض، هم يمارسوا في السياسه على كل حال، نفهمهم هم يمارسوا في السياسه. لي زوانجي كذا الى كومباني ميدياتيك وبوليتيك معليش هما يستخدموا هذه. حنا بس نصحح فقط نقول لهم باللي راهو من ناحيه فلازم نرجع للقانون تاعنا. قانون العقوبات لا يتكلم لا يمكن ان نعاقب شخص على رايه. هذا من حقه أن يعبر عن رأيه بطريقة طبعا طبقا للقيود اللي كنا نتكلموا عليها. أنت لما دير لي غدوة خطاب كراهية، خطاب موجه ضد منطقة معينة ولا ضد فئة معينة من المواطنين ولا ضد فئات هشة من المجتمع ومنهم بالطبع تقول لي حرية التعبير، هذا يمس بأساسيات حرية. Donc vous avez entendu Bouzid Lezhari qui est, je le rappelle, président du Conseil national pour les droits de l'homme en Algérie. Je reviens à vous, Abbas Hamadan. Quand on entend des déclarations comme ça, on se pose la question pourquoi on est obligé de contredire la vérité, de contredire ce qu'il y a sur le terrain quand on voit des centaines de jeunes qui ont été jetés en prison juste parce qu'ils ont fait donc un post sur Facebook. On a parlé aussi de l'affaire Saad Eddine Merzoug, qui est le président du club de ce juge, donc, qui est président du club des magistrats, qui a été donc jugé dernièrement parce qu'il avait refusé d'appliquer donc, ce qu'on lui disait donc, par rapport à des procès. Qu'est-ce que vous en pensez, Abbas Hamad? Bon, quand j'entends ce cher monsieur là parler, il y a une image, c'est le livre de Collodi, l'écrivain italien, enfin l'auteur de Pinocchio, que tout le monde connaît. Dans un passage du livre, il parle du mensonge. Il dit qu'il y a un mensonge qui a les jambes courtes, donc s'il essaye de courir, il n'ira pas très loin. Et deuxième catégorie de mensonges, c'est les mensonges qui ont un grand nez, donc qui se voit, qui est visible, tout de suite visible. Donc le pouvoir algérien, il manie ces deux catégories de mensonges dont parlait Collodi dans son livre sur Pinocchio. La question des droits de l'homme en Algérie, elle est dans une situation catastrophique. Y compris, comme je le disais précédemment, dans nombreux pays, à cause de la pandémie, de la crise sanitaire, ils ont libéré les prisonniers pour justement alléger la situation dans les prisons et pour éviter que les prisons deviennent des foyers de contagion, de propagation des virus. Chez nous, on en voit par dizaines des innocents. Parce que tel il a publié un dessin, l'autre il a publié un petit texte mais qui ferait rire n'importe qui. Enfin, on est dans une situation schizophrénique. C'est la schizophrénie de parler de l'absence de prisonniers politiques en Algérie ou de prisonniers d'opinion. Et là, je voudrais parler de Rachid Nekez. C'est une situation alarmante. C'est un homme, c'est un militant algérien qui est en grand danger réel. Ce qui frappe dans ce cas-là, dans cette situation, c'est qu'ils ont procédé à son transfert après avoir eu connaissance du diagnostic médical qui montre qu'il a un début de tumeur, etc. Parce que le diagnostic, les tests qu'il a fait, il était en prison, donc ils étaient au courant. Au lieu de l'envoyer dans un hôpital, de le prendre en charge, sa situation critique, de prendre en charge médicalement, il l'envoie à 800-900 km d'Alger. Moi, j'appelle ça, si jamais il arrive quoi que ce soit à Rachid Nekez, Allah yastra ala kulli hal,
j'accuse le pouvoir algérien de meurtre avec préméditation. Le qatl ma'a sabq al-israr, comme on dit en arabe. Parce qu'ils savent dans quelle situation il est, dans quelle situation sanitaire, hein, il a besoin d'être pris en charge très rapidement et dans les meilleures conditions possibles. Au lieu de cela, on l'envoie à 900 km de chez lui. Voilà. Donc, ils ont fait la même chose avec Karim Taboun, rappelons-nous. Hein. Donc, ils utilisent comment dire, la vengeance sur des militants qui ont osé parler, exprimer, dire des choses. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait, Rachid Nekez? Il a parlé, il a exprimé. On est d'accord avec lui. Moi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord avec Rachid Nekez. Mais ce n'est pas un problème. Il n'a fait que parler. Il n'a tué personne. Il n'a pas volé. Voilà. On le met en prison. Après, on parle Et sa situation, la situation de Rachid Nekez, comme celle d'autres, elle est en violation du droit national déjà, et en violation des conventions internationales, notamment la convention contre la torture et les traitements inhumains et cruels et dégradants, la convention de l'ONU de 1984, d'après mes souvenirs, qui a été ratifiée en septembre, le 12 septembre de 1989 par le gouvernement Hamrouche, donc qui engage l'Algérie. Ce que subit Rachid Nekez et d'autres, c'est en violation de ces conventions ratifiées par l'Algérie. Voilà. Moi, j'insiste beaucoup sur cette situation parce que si on ne dénonce pas cette situation, c'est non-assistance à un homme en danger. Très bien. Restez avec nous, Abbas Hamadan. Nabila Smaï, vous faites partie donc du collectif des avocats qui défend Rachid Nekez, et vous avez parlé aussi de la détérioration de sa santé en prison. Qu'est-ce que vous en pensez quand on nous déclare, quand Bouzid El-Zahari, qui est président du Conseil national des droits de l'homme, parle qu'il n'y a pas de détenus politiques ou d'opinion? Qu'est-ce que vous en pensez de ça, Maître Nabila Smaï? Bon, d'abord, je tiens à préciser quelque chose de très important, c'est que cet individu dit les choses pour lesquelles il est payé. Il n'est pas là pour nous dire la vérité. On l'a payé pour tenir ce genre de langage au peuple. Parce que c'est hallucinant d'écouter ça et c'est même insultant. Pour moi, si je reste devant des bêtises pareilles, ça veut dire que je lui donne de la crédibilité en l'écoutant. C'est pas possible. Mais lui, il est dans son rôle. Donc, lui, il fait les choses pour lesquelles il est payé. Est-ce que nous, on fait les choses qu'on doit faire en le dénonçant et en les attaquant, parce que c'est des menteurs, c'est des gens qui sont en train de puiser et de prendre des salaires faramineux pour venir écraser la dignité du peuple algérien en racontant des choses pareilles, en me disant qu'il n'y a pas de détenus d'opinion. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font en prison? Il y a plus de 95 détenus d'opinion dans des conditions alarmantes et dans des conditions catastrophiques. Le transfert de Rachid Nekez est venu d'abord après qu'ils aient diagnostiqué un début de cancer. Donc c'est vraiment une mort programmée, parce que nous, quand on a été le voir il y a pratiquement une quinzaine de jours de ça, nous avions constaté qu'il avait maigri. Mais quand on lui avait dit... Et vous avez tiré la sonnette d'alarme ce temps-là. Vous avez dit que son état de santé est très inquiétant. Absolument. Et quand on avait constaté ça, on est monté voir le directeur de la maison d'arrêt de Qléa pour lui dire: nous allons vous saisir par écrit
parce qu'il est de son droit de réclamer le minimum de conditions humaines. Il est de son droit de réclamer une meilleure prise en charge sur le plan nutritionnel. Quand Khaled nous dit que ça fait plus de 3 mois qu'il n'avait pas mangé de viande, ni de viande blanche, ni de viande rouge, ça c'est la ration. La ration qu'il faut pour un corps humain est très au-dessous de ce qui est prévu par la loi. Mais bon sang de bon Dieu, ils ont une loi qu'ils vont élaborer eux-mêmes. قانون تنظيم السجون يقول لك من حق أي سجين أن يقدم شكوى إلى مدير المؤسسة حول ظروف المعيشة à l'intérieur de la maison d'arrêt. Rachid Elkaz n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu par une loi qu'ils ont adoptée eux-mêmes. Alors pourquoi ils l'ont transféré? Ils l'ont transféré d'abord parce qu'il nous fait part de ce qui lui arrive. Ils l'ont transféré pour le couper de ses avocats et ils l'ont surtout transféré pour le donner comme exemple aux autres détenus. Voilà ce qui va vous arriver, le Kotchitko. Et moi, à partir de là, je vais dire, et je vais peut-être m'attirer des foudres de mes confrères, mais je vais dire que tous les avocats qui vont se taire devant une telle situation se rendront d'une manière ou d'une autre complices s'il y arrive quoi que ce soit. Je ne parle pas que de son collectif, parce que son collectif se prend en charge, il est en train de s'organiser pour ne pas le laisser seul, parce que comme a dit l'Oustaz Amirouche Bakouri, ils vont pas nous arrêter. Mais ce qui est dramatique, c'est que les ordres, les bâtonniers, l'Union nationale des avocats ne réagit pas devant ce genre de violation. On ne peut pas considérer que ça arrive à l'autre. Ça ne peut pas nous arriver. Hadi, c'est une violation et celui qui ne réagit pas a violé le serment qu'il a prêté en embrassant cette profession. Ça, c'est d'une. De deux, Rachid Elkaz a envoyé une lettre aujourd'hui de la maison d'arrêt de le Biot Sidéchir. Il l'a envoyé, il y a un jeune confrère de son collectif qui est parti le voir, et il lui a remis une lettre. Vous savez, quand il a raconté les conditions dans lesquelles il a été transféré, 790 kilomètres au bord d'un fourgon, accompagné de plus de 20 voitures de gendarmes, je ne sais pas qui. Avec un fourgon menotté pendant 9 heures. Le trajet a pris 9 heures. Menotté. Et dans un fourgon glacial, il n'y avait pas de chauffage, le fourgon, des conditions inhumaines. Il arrive, on le jette déjà en isolement. Dans une cellule wahdo. Il y a eu une cour de 2 mètres sur 2, il a juste eu le temps de se dégourdir les jambes. C'est le désert. Et son état de santé se détériore. Donc transférer un détenu qui n'est pas encore jugé, après avoir diagnostiqué un début de cancer, ça veut dire qu'on l'a programmé comme ils l'ont fait pour Kamel Demfra, comme ils l'ont fait pour Temelt. On ne peut pas maintenant se taire parce que non seulement il a un collectif d'avocats, et il y a les réseaux sociaux, et il y a une révolution. Que veut ce pouvoir? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce que vous pensez, Nabila Ismail, que sa vie est en danger? Oui. Je le dis et je tire la sonnette d'alarme. Et d'ailleurs, je tiens à dire sur les ondes de votre chaîne que hier, le collectif des avocats pour le changement et la dignité de Tizi Ouzou a lancé une pétition. Elle est en ligne où les premiers signataires, c'est les avocats de son collectif d'ici de Tizi Ouzou, où on exige que cesse le harcèlement politico-judiciaire contre Rachid Elkaz. Qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-lui la chance de s'exprimer devant un juge, jugez-le, condamnez-le si vous voulez. Mais personne n'a le droit de lui faire subir un tel traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Rachid Elkaz a prouvé que il y a beaucoup de violations. Attention, il faudra que tout le monde sache que depuis que l'Algérie a signé toutes les conventions
relative aux droits des détenus, aux droits de l'homme. Aucune organisation internationale n'a eu l'autorisation de venir visiter les maisons d'arrêt. Aucune organisation, ONG ou organisation gouvernementale ou non gouvernementale n'a pu rentrer dans les maisons d'arrêt pour voir dans quelles conditions vivent les détenus. Imaginez avec les visites qui sont très espacées, les conditions de la nourriture qu'on leur donne, les conditions de vie, la répression qu'il y a à l'intérieur, la maladie, la pandémie. Imaginez qu'il y ait une explosion à l'intérieur des prisons. Qu'est-ce qui va se passer? Et quand Rachid Mkaz s'est plaint, a envoyé ses lettres pour dire voilà les conditions d'incarcération, c'est tout à fait normal qu'on le transfère pour qu'il serve d'exemple aux autres détenus. Parce que quand Tajadid vous dit que Saïd Bouteflika, alors l'infirmerie, c'est un hôtel 4 étoiles, ou une athlète spéciale, ou kda, donc c'est pas normal. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils veulent pousser le peuple vers l'explosion? Alors que nous, on est en train de dire il faut garder Silmiyatana, c'est des provocations. Ils veulent pousser le peuple vers l'explosion. Nabil Esmaïl, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, on va essayer de revenir sur cette affaire qui est très importante aussi, l'affaire des détenus politiques, les droits de l'homme en Algérie et surtout aussi l'affaire de Rachid Mkaz. On va essayer de terminer ces quelques minutes qui me restent. On est en train de pousser les Algériens à l'explosion. Vous avez dit, on va voir cette vidéo de l'Arwat. Donc, les citoyens de l'Arwat sont soulevés, se sont soulevés aujourd'hui contre la Hogara, contre bien sûr le chômage. C'est une situation qui est en train de s'accentuer, de prendre de l'ampleur, la grogne sociale. On va essayer de voir la vidéo, je reviens à vous très rapidement. الرشوة بركات حاسبوا البارونات نعطيكم الطرقات حاسبوا. Vous avez vu donc la grogne des citoyens à droite, mais un peu partout aussi. Très rapidement, il ne me reste pas beaucoup de temps. Pardon, Abbas Hamadan, je vous donne la parole. Après, je vais passer à Maître Nabil Esmaïl. Qu'est-ce que cela peut révéler? Donc, cette grogne sociale, la situation économique, elle est très inquiétante. Est-ce que vous pensez qu'on est à trois semaines de la deuxième année, donc de l'anniversaire du début de cette révolution de Hirak? Qu'est-ce que cela peut révéler, cette grogne sociale, très très rapidement, Abbas Hamad? Alors, quand on fait de l'analyse politique, il faut toujours contextualiser, quel que soit le point ou la question qui est abordée. Le contexte, c'est que depuis plusieurs mois, il y a le retour en force de la police politique. Donc, il a commencé par le retour des équipes de Tawfiq, avant même l'officialisation de sa libération. Donc, aujourd'hui, les ingrédients d'une explosion sociale sont là. Et sur 1 million d'entreprises, entre petites et moyennes entreprises en Algérie, il y a plus de la moitié qui ferment ou qui est menacée de fermeture. Cela va induire des centaines de milliers de chômeurs. Ça a déjà commencé. Donc il y a des centaines de milliers d'Algériens qui se retrouvent sans revenus depuis plusieurs mois. Donc tous les ingrédients pour l'explosion justement populaire sont ruinés. La tentation à laquelle il faut faire attention, c'est la tentation du pouvoir de se dire on va donner à ces émeutes, à ces révoltes-là, cette colère-là, à la sortir du cadre du Hirak, c'est-à-dire à lui donner un caractère insurrectionnel, émeutier,
etc. Alors que le Hirak, il a permis justement les mois qui ont précédé le 22 février 2019, on avait assisté à des manifestations, des grèves d'ouvriers, des manifestations des populations pour l'eau, pour l'électricité, etc., etc. Et le Hirak, c'était un peu le point de confluence de toutes ces révoltes-là. Donc toutes ces révoltes-là se sont réunies dans le cadre du Hirak, qui lui ne pose pas des revendications sociales corporatistes, mais qui pose l'alternative globale, que on ne peut rien attendre de ce pouvoir et de ce système. La solution est le départ de ce système-là, et d'aller vers une transition démocratique. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe un peu dans le piège qui certainement va être tenté par le pouvoir de transformer un peu cette colère vers des émeutes, des insurrections. Il faut qu'on garde, comme le disait Maître Nabila Ismail, c'est de garder notre unité et notre selmia et d'avoir une approche de changement global du système. Merci à vous, Dr Abbas Hamadan. Très rapidement, 30 secondes, Nabila Ismail. On s'excuse. Abbas Hamadan est en train de dire que les ingrédients d'une explosion sociale sont là, mais il faut garder la silmia. Il est en train d'insister. Nabila Ismail, 30 secondes, très rapidement, s'il vous plaît. Bon, 30 secondes pour Nabila Ismail, c'est vraiment hallucinant, c'est impossible. Alors, d'abord, il faut dire que les ingrédients ne sont pas là. Les ingrédients ont été mis par ce pouvoir pour pousser la population vers la violence. هاد الأوضاع الاجتماعية الكارثية النظام متعمد باش يحطهم باش يوصل الشعب إلى العنف. Parce que sa seule politique, son seul langage, c'est la violence. Parce que هو كي يخرجوا الناس الشباب يخرجوا الانتفاضة يبداو يكثروا les émeutes, c'est son sport favori. Hussein Ahmed Allah yarhamou disait que ce pouvoir concocte la violence, combat la violence par la violence et se maintient par la violence. Donc il ne faut surtout pas qu'on tombe dans ce piège. Et Silmiya Ta'ana les a démasqués. Une année de Hirak Silmi, et même maintenant le Hirak Rahmatwassal, avec des idées, des échanges, une organisation. Donc Silmiya Ta'ana, c'est la seule arme que nous avons contre un régime dictatorial, un régime totalitaire, un régime illégitime qui va tout faire pour se maintenir par la violence. Il a essayé Tkhwin, il a essayé le djihawiyya, il a essayé l'islamisme, il a tout essayé. Merci. Il y a eu trop de sang qui ont coulé dans une Algérie indépendante depuis 62. Merci à vous, Maître Nabila Ismail. Désolé, on est arrivé donc à la fin de cette émission. Vous avez parlé d'Aït Ahmed, Rabbi Rahmou. Moi, je vais terminer cette émission avec Abdelhamid Mahri. Rabbi Rahmou, aujourd'hui coïncide donc l'anniversaire de son départ 9 ans après, le 30 janvier 2012. Il parlait, donc il a fait cette intervention à l'Assemblée nationale qui reste d'actualité. Je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis ابقوا على خير. أعتقد من الضروري وهنا يأتي دور إسهام الإسلام في تنظيم شؤوننا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فلو تقيد الإعلام ولو تقيدت الأحزاب بهذا الجهد في التبين لا فيريفيكاسيون لاستطعنا أن نتجنب كثيرا من المشاكل فيما بيننا وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين المجتمع وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين الحكومة. لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف
وصلنا إلى هذا. ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة وجعلته يرتاح إلى منظر الدبابة. جبهة التحرير الوطني تمثل بينكم الحزب الحاكم أو الذي كان حاكما أو الذي حكم باسمه. يلزم ننتبه بأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه، لزعزعة ثقة الشعب، لإظهار الاستقلال بأنه كان تقريب خطأ. لجعل الأجيال التي لم تعرف نقطة الانطلاق تعتقد أن الخلاص هو خارج الجزائر. خارج الجزائر حضارة وتوجها واقتصادا وثقافة.